Bonjour à tous, bienvenue sur Ecstasy Stories. Aimez-nous et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires captivantes. Plongeons-nous dans l'histoire. La neige recouvrait Manhattan d'un silence sacré, étouffant le chaos de la ville et ralentissant tout. Les taxis jaunes étaient abandonnés, leurs phares atténués par le voile blanc tourbillonnant. Sharon Watkin, 32 ans, enfonçait ses mains gantées dans les poches de son manteau tandis qu'elle traversait péniblement la 44e rue Ouest, les bras raidis par la pile de plans de cours qu'elle avait insisté pour ramener de l'école primaire où elle enseignait. Son souffle était visiblement saccadé, ses bottes trempées, mais elle ne se plaignait pas. Elle ne s'en plaignait jamais. La vie lui avait appris à faire la paix avec l'inconfort. Élevée par un père célibataire qui travaillait la nuit comme agent d'entretien dans le métro, elle savait survivre avec peu. Sa résilience et sa douceur la rendaient appréciée de ses élèves, même si sa vie personnelle restait paisible. Ce soir-là, cependant, l'ordinaire vola en éclats lorsqu'elle tomba sur une BMW noire en panne, à moitié ensevelie sous la neige, près d'un carrefour bloqué. Dans la voiture, Richard Tyler jurait à voix basse, frappant le volant des mains. Âgé de 35 ans, bien habillé même en cas de crise, il avait la précision froide de quelqu'un habitué à contrôler les événements. Son moteur était tombé en panne et les dépanneuses étaient toutes retardées. Il refusa d'appeler un Uber, trop exposé, marmonna-t-il, mais son téléphone était à plat et il avait raté son rendez-vous avec un investisseur japonais dont le contrat pouvait tout changer. Quand Sharon tapota à la vitre, proposant son aide avec rien de plus qu'un sourire et une thermos de thé, il hésita entre l'agacement et l'intrigue. Elle n'était pas glamour, pas selon les standards de Manhattan. Ses lunettes embuées par le froid, ses bottes craquelées et son manteau vieux de plusieurs hivers. Mais il y avait autre chose, son calme. Elle ne broncha pas devant son ton dédaigneux, ne sia pas lorsqu'il lui demanda si elle savait seulement qui il était. « Non, dit-elle doucement, mais je sais quand on a besoin d'aide. » Le métro fonctionnait encore, à peine, et elle lui proposa de le guider. Tandis qu'il marchait, Richard se surprit à écouter, ce qu'il faisait rarement. Sharon parla de ses élèves, de leur imagination, de leurs problèmes. Elle lui demanda ce qu'il faisait, et il lui lança son baratin habituel sur l'immobilier et les chiffres. Mais pour la première fois, en décrivant la ligne d'horizon qu'il espérait construire, il remarqua combien cela paraissait ennuyeux à côté de ces histoires d'enfants de 7 ans rêvant d'espace et de justice. Lorsqu'ils arrivèrent à la station de la 7e avenue, son téléphone était mort, son costume trempé, et il avait ri, vraiment ri, 2 fois. Quand elle lui tendit son numéro, ce n'était pas pour flirter. « Au cas où tu aurais encore besoin d'aide, dit-elle simplement. Richard resta sur le quai bien longtemps après le départ du train, les yeux rivés sur les chiffres de la carte. Pour une raison qu'il ne pouvait expliquer, il la glissa dans la poche intérieure de son portefeuille, à côté de la seule chose qu'il ne quittait jamais, une photo de sa mère avant sa mort. Pour la première fois depuis longtemps, quelque chose lui parut inconnu. Cela semblait réel. Leur relation commençait à refléter la ville qui les avait présentées, belle, électrisante, mais fondamentalement divisée. Richard Tyler agissait vite. Quelques semaines après leur première rencontre, il appelait Sharon tous les jours, puis tous les soirs, lui envoyant des voitures noires jusqu'à son modeste appartement du Queens et la surprenant avec des livraisons de déjeuner à son école dans des sacs en papier craft avec des mots manuscrits. Sharon, prudente mais flattée, se sentit attirée par son intensité. Il la faisait rire, mettait son intelligence à l'épreuve et semblait sincèrement intéressé par ses rêves. Elle lui raconta tout, comment son père, aujourd'hui décédé, lui lisait des poèmes tous les soirs malgré son épuisement, et comment cela avait nourri sa passion pour la littérature. Elle lui confia son rêve ultime, ouvrir une librairie indépendante et chaleureuse en centre-ville, où petits et grands pourraient retrouver la magie des mots. Richard souriait, mais le balayait souvent d'un air moqueur, le qualifiant de fantaisiste ou de mignon, mais jamais de pratique. Au fil des mois, les failles qui empêchaient leur alchimie de se creuser. Sharon continuait d'enseigner le jour et de faire du bénévolat dans une association d'alphabétisation le week-end, tandis que Richard se consacrait à son ascension chez Keystone Property, une société immobilière commerciale à enjeux élevés située dans le quartier financier de Manhattan. Il était impitoyablement concentré, répondant toujours aux appels pendant les dîners, dessinant des plans de construction sur des serviettes en papier et parlant de chiffres importants. Il achetait des vêtements de créateur pour Sharon, qu'elle ne portait jamais, lui soufflait des rêves d'un appartement en attique dont elle ne voulait pas, et la poussait à quitter l'enseignement pour se réinventer. Mais Sharon ne voulait pas être réinventée. Elle voulait avoir une place importante, sans se limiter au profit. Leur week-end ensemble devenait tendu.
Richard consultait son téléphone pendant qu'elle lisait à ses côtés, s'impatientant visiblement lorsqu'elle lui proposait des sorties au musée ou des lectures de poésie. Il croyait aux résultats, pas aux sentiments. Puis vint Charlotte Jonathan. Présentée avec désinvolture lors d'un cocktail bien dosé, elle était grande, élégante et glaciale, avec un rire à couper le souffle. Ancienne publiciste à Wall Street reconvertie en agent immobilier, Charlotte avait une assurance que Richard admirait, presque une adoration. Arrivée chez Keystone comme une étincelle, elle devint rapidement une favorite du conseil d'administration pour sa capacité à charmer les clients avec un simple sourire et un compliment opportun. Sharon la rencontra brièvement une fois, lors d'un événement d'entreprise auquel Richard l'avait invitée à contre-cœur. Charlotte lui serra la main sans la regarder dans les yeux et se tourna aussitôt pour complimenter les boutons de manchette de Richard. Il n'y avait aucun doute sur son langage corporel, impossible de dissimuler l'attraction magnétique qu'elle exerçait sur lui. Sharon remarqua la façon dont Richard se redressait autour d'elle, parlait plus sèchement et riait un peu trop longtemps à ses blagues. Cette nuit-là, Sharon resta éveillée dans l'appartement de Richard, les yeux rivés au plafond. Elle avait passé sa vie à croire que l'amour se construisait sur le partenariat, et non sur la performance. Mais tandis que le parfum de Charlotte flottait encore dans l'air, elle ne pouvait s'empêcher de penser que Richard avait déjà commencé à auditionner pour quelqu'un d'autre. Le mariage était tout ce que Sharon n'avait jamais souhaité, somptueux, chorégraphié et imprégné d'une élégance qui lui donnait l'impression d'être une imposteuse dans sa propre vie. Organisée sur un toit-terrasse vitré surplombant l'Hudson, la cérémonie mettait en vedette des orchidées importées, un quatuor à cordes de 10 musiciens et une allée bordée de bougies en cristal scintillantes. Richard avait insisté pour faire appel à un organisateur d'événements pour célébrités, prétextant une nécessité d'image et de legs. Sharon, vêtue d'une robe moulante en satin à épaules dénudées que son ami Mia lui avait aidé à retoucher à la main, ressentait le poids de quelque chose de plus profond que la soie qui lui pesait sur la colonne vertébrale. Elle aurait dû ressentir de la joie. Au lieu de cela, elle se tenait devant près de 200 invités, dont la plupart ne la connaissaient pas, et avait l'impression d'assister au déroulement de sa propre vie derrière une vitre. Les applaudissements après leurs vœux furent tonitruants, mais le sourire de Sharon tremblait. Son cœur battait à un rythme étrange, et ses yeux scrutaient sans cesse les quelques visages familiers de sa vie tranquille et littéraire. Quelques semaines avant le mariage, Sharon avait fait un choix qui la hantait. Richard était venu la voir avec une vision, créer un cabinet de conseil immobilier de luxe à côté de chez Keystone. Il l'a présenté avec conviction, argumentant sur sa stratégie de marque, annonçant des projections de start-up et analysant les opportunités du marché. Mais il avait besoin d'un investisseur discret. Sharon, poussée par l'amour et le désir de prouver qu'elle croyait en son ambition, a retiré toutes ses économies, l'argent qu'elle avait discrètement amassé depuis l'université pour ouvrir un jour sa librairie, et l'a confié sans hésiter. Richard l'embrassa avec gratitude, sans jamais lui demander si ça lui faisait mal. Ça faisait mal. Sharon ne le dit pas à voix haute, mais lorsqu'elle signa les papiers du virement bancaire, elle sentit une partie d'elle-même s'en aller. La veille du mariage, elle était assise seule dans sa suite d'hôtel tandis que Richard assistait à un dîner stratégique tardif avec Charlotte Jonathan et un client potentiel. Sharon se disait que ce n'était que des affaires, mais même le miroir semblait la regarder d'un mauvais œil lorsqu'elle essaya son voile. À la réception, Charlotte arriva en retard, vêtue d'une robe émeraude d'ONU qui scintillait de jalousie sous les lustres. Elle était assise à côté des associés du cabinet de Richard, capturant sans effort l'attention avec ses anecdotes de négociations houleuses et son humour moqueur caractéristique. Sharon remarqua comment Richard riait avec elle, sa main posée trop confortablement près de la sienne sur la table. Lorsque Charlotte se leva pour porter un toast, elle leva son verre et décrivit Richard comme un homme d'une intelligence impitoyable et d'un charme redoutable, la voix chargée d'insinuations. La salle rit. Sharon serra plus fort sa flûte de champagne. Elle savait ce qu'elle avait épousé, un homme avec de la faim dans les yeux et du feu dans la poitrine. Mais à cet instant, elle craignait plus qu'une trahison. Elle craignait de ne pas être à sa place dans l'histoire même qu'elle était censée coécrire. Ce soir-là, après la danse finale et le toast final, Richard s'évanouit de champagne et d'épuisement. Sharon retira ses chaussures, borda les draps et contempla l'horizon, les mains posées sur ses genoux comme des invités restés trop longtemps. La première trahison ne se manifesta pas par du rouge à lèvres sur un col ou un reçu d'hôtel glissé dans la mauvaise poche. Elle prit la forme d'un mensonge soigneusement construit, proféré au petit déjeuner, enrobé de charme et avalé sans ménagement. Richard sirotait son expresso avec une aisance naturelle, parcourant ses emails sur son téléphone. « Je dois prendre l'avion pour Chicago ce week-end » dit-il sans lever les yeux.
des investisseurs potentiels. Charlotte l'a préparé. 2 jours seulement. Sharon marqua une pause en plein milieu de sa bouchée, sa fourchette suspendue au-dessus des œufs brouillés. Quelque chose dans sa voix, trop décontractée, trop répétée, suscitait un malaise qu'elle ne pouvait nommer. Pourtant, elle hocha la tête. D'accord. Sois prudente. Richard se pencha, l'embrassa sur le front et disparut avec l'efficacité d'un homme qui vivait de calendrier et de contrats. Ce que Sharon ignorait, c'est qu'il n'y avait pas de voyage d'affaires, pas de vol pour Chicago, pas de réunion. Il y avait, à la place, une suite luxueuse à Tribeca, une réservation pour 2 au restaurant, et Charlotte, pieds nus sur la table basse, sirotant du vin dans une flûte de mariage volée. De retour à leur appartement, Sharon travaillait tard dans la soirée à corriger des dissertations à lamplight. Son corps était lourd, ses yeux brillaient de fatigue, mais elle surmontait la douleur dans le bas du dos. L'année scolaire avait été rude, classe en sous-effectif, remaniements administratifs et un rhume tenace qui ne l'avait pas quittée. Elle n'avait pas mentionné à Richard ses vertiges, ni ses 2 vomissements de la semaine avant le petit déjeuner. Il était toujours trop occupé pour s'en apercevoir. Samedi matin, alors qu'elle préparait des cartons pour une collecte de livres pour une classe, Sharon s'est effondrée. Elle s'est réveillée dans un lit d'hôpital avec une hémorragie dans le bras et des moniteurs cardiaques qui sonnaient à côté d'elle. L'infirmière lui a expliqué qu'elle était gravement déshydratée et qu'elle souffrait d'épuisement dû au stress. Sa tension artérielle était extrêmement basse et il fallait la surveiller toute la nuit. « Votre mari arrive ?» demanda gentiment l'infirmière. La bouche de Sharon s'ouvrit, puis se referma. « Non » murmura-t-elle. « Il est sorti de la ville. » Elle fixa le plafond et essaya de ne pas pleurer. Son téléphone était posé sur la table de chevet. Elle aurait pu l'appeler. Elle ne l'a pas fait. Au lieu de cela, elle appela Mia. 30 minutes plus tard, sa meilleure amie arriva, furieuse et effrayée, serrant la main de Sharon d'un soutien silencieux. Cette nuit-là, Mia resta dans le fauteuil d'hôpital tandis que Sharon somnolait par intermittence. Richard n'a pas envoyé de SMS. Il n'a pas appelé. Il est rentré chez lui le lendemain soir, bronzé, détendu et fredonnant en déballant l'écharpe de créateur qu'il lui avait offerte. « Pour toi, dit-il. Je ne voulais pas que tu penses que j'avais oublié. » Sharon l'accepta, les mains tremblantes. Elle ne dit rien de l'hôpital, des bips des machines ou de la façon dont son corps avait crié à l'aide. Elle rangea l'écharpe dans le placard, derrière ses manteaux. Cette nuit-là, elle resta allongée à ses côtés en silence, écoutant le rythme régulier de sa respiration et se demandant comment l'amour pouvait disparaître si discrètement tout en faisant semblant d'être présent. Tout a commencé par de minuscules changements, des bouleversements de routine qui auraient semblé anodins à n'importe qui d'autre, mais qui ont sonné comme des alarmes silencieuses dans le cœur de Sharon. Richard a commencé à rentrer plus tard, évoquant souvent des réunions stratégiques à la chaîne ou des dîners clients improvisés organisés par Charlotte. Sharon connaissait son agenda comme autrefois les traits de son visage, mais désormais les réunions semblaient indéchiffrables et ses appels téléphoniques se réduisaient à des murmures privés, à huis clos. Elle remarqua une nouvelle eau de Cologne, différente de sa marque habituelle, et la façon dont il se regardait 2 fois dans le miroir avant de partir, se passant un peigne dans les cheveux avec une vanité retrouvée. Une fois, il s'était même taillé la barbe 2 fois en une journée avant un déjeuner supposé. Lorsque Sharon lui demanda nonchalamment si Charlotte serait présente, il esquissa un sourire narquois et la traita de jalouse. « C'est ma collègue, pas ma maîtresse », dit-il d'un ton sec qui la blessa plus que n'importe quelle confirmation. Son regard était plus froid, et son rire ne persistait plus comme avant. Quelque chose avait changé. Elle n'était pas folle, mais Richard lui donnait l'impression qu'elle l'était. Les soupçons de Sharon se sont renforcés l'après-midi où elle est passée à son bureau sans prévenir. Elle avait préparé du pain aux bananes pour son équipe, ce qu'elle faisait souvent avant que les choses ne tournent mal, mais la réceptionniste a semblé surprise à son arrivée. Il était sorti déjeuner, dit-elle, avec Charlotte. Sharon sourit poliment et laissa le pain, mais sa poitrine était serrée. En sortant du hall, son regard croisa le reflet de Charlotte, en robe rouge, dans la porte tambour, sortant d'une voiture noire de l'autre côté de la rue. Richard les suivit quelques secondes plus tard, riant, sa main effleurant le bas du dos de Charlotte dans un geste bien trop intime pour être professionnel. Sharon ne les affronta pas. Elle ne fit pas signe, ne courut pas et ne cria pas. Elle les observait simplement derrière une vitre, son monde s'effondrant silencieusement. Ce soir-là, Richard rentra chez lui avec une énergie qui semblait forcée,
l'embrassa trop doucement et complimenta son sourire comme quelqu'un qui répétait son texte. Lorsqu'elle lui demanda comment s'était passée la journée, il répondit « les réunions. Le stress. Toujours pareil. » Ce soir-là, Sharon se fixa dans le miroir de la salle de bain bien après que Richard se soit endormi. Son reflet semblait usé, ses yeux creusés par la fatigue et le doute. Sur le comptoir se trouvait un nouveau rouge à lèvres, la teinte corail signature de Charlotte, qu'elle avait trouvé sur le siège arrière de leur voiture. Lorsqu'elle en parla à Richard, il rit doucement. Probablement de la part d'une cliente. Vous savez comment sont certaines femmes. Il a renversé la situation avec une telle facilité, la présentant comme paranoïaque. Tu es fatiguée, ma belle, dit-il en lui caressant la joue du pouce. Tu fais quelque chose à partir de rien. Mais ce n'était pas rien. C'était tout. Son instinct hurlait plus fort à chaque réponse dédaigneuse, à chaque texto qu'il dissimulait, à chaque odeur qui n'avait rien à faire dans leur lit. Charlotte n'était plus une ombre. Elle était réelle, tangible, et se rapprochait de jour en jour. Sharon le sentait au plus profond d'elle-même. Elle n'était plus la seule femme dans la vie de Richard. Le miroir ne mentait pas. La maîtresse n'était plus un simple soupçon. Elle était une présence, riant malgré son absence, marchant dans sa maison. C'était un vendredi soir lorsque le voile final tomba. Sharon était rentrée tôt de l'école, atteinte d'une gastro-entérite qui circulait parmi ses élèves. Elle était recroquevillée sur le canapé du salon sous une couverture, la tête lancinante, le corps trop faible pour tenir debout. Richard avait dit qu'il travaillerait tard, la voix hachée et vague comme toujours. Mais lorsque son ordinateur portable apparaissait avec un message de l'autre côté de la pièce, l'écran s'illumina d'une lumière qui lui serra la poitrine. Elle n'avait pas voulu fouiner, ce n'était pas dans sa nature, mais l'aperçu du message qui s'afficha hier soir était inoubliable. Même endroit la semaine prochaine, Charlotte sentit ses membres se glacer. Pendant un long moment, elle resta immobile. Elle se leva lentement, se dirigea vers l'ordinateur et ouvrit les messages. Il y a eu des semaines, des mois de textos. Des réservations dans des hôtels de luxe. Des blagues privées. Photos secrètes. Charlotte porte la chemise de Richard. Richard l'appelle « mon escalier de secours ». Les genoux de Sharon cédèrent et elle glissa au sol, le poids de la vérité s'écrasant comme du verre brisé. Elle ne pleura pas. Elle ne cria pas. Elle ferma simplement son ordinateur portable et resta assise en silence pendant des heures, ses pensées errant comme des chiens sauvages dans une cage verrouillée. Sa maison, l'espace qu'elle avait autrefois entretenu de bougies, de livres et d'amour, lui semblait envahi, contaminé. Tout avait du sens maintenant. Les nuits blanches, les mensonges, l'eau de Cologne, le rouge à lèvres. Charlotte n'était pas une simple menace passagère. Elle était une décision que Richard avait déjà prise. À son retour ce soir-là, elle était assise dans la cuisine, la lumière au-dessus d'elle vacillant doucement. « Il faut qu'on parle », dit-elle. Richard ne broncha même pas. En fait, il n'a pas posé de questions. Il n'a même pas nié. Il a soupiré, jeté son manteau sur la chaise et murmuré « Je me doutais que tu le découvrirais tôt ou tard ». La dureté de son ton brisa quelque chose en elle qui ne guérirait plus jamais de la même manière. 3 jours plus tard, les papiers du divorce arrivèrent. Pas après une conversation. Non pas avec culpabilité ni hésitation. Mais dans une enveloppe élégante remise en main propre par un coursier de son école. Elle donnait un cours de poésie lorsque la réceptionniste a interrompu son cours. Dès qu'elle a ouvert l'enveloppe, le monde s'est arrêté. Aucun mot. Aucune explication. Juste un jargon juridique audacieux et impitoyable, des divergences irréconciliables. Sharon sortit de la classe, hébétée, les doigts tremblants tandis qu'elle agrippait le bord du document. Plus tard dans la soirée, Richard lui envoya un message disant « C'est pour le mieux. Tu mérites quelqu'un de mieux. À ton rythme. » Ce n'était pas une excuse. C'était une sortie. Un homme se débarrassait de ce qui ne satisfaisait plus sa faim. Sharon, trahie et humiliée, plia soigneusement les papiers et les posa sur la table de nuit, juste à côté de la photo décolorée de leur mariage. Cette nuit-là, elle dormit avec les lumières allumées. Non pas par peur. Mais parce qu'elle l'avait enfin vu tel qu'il était vraiment, et que l'obscurité ne l'effrayait plus. Les jours qui suivirent la délivrance des papiers du divorce ressemblèrent à une lente chute libre dans le brouillard.
Sharon rangea ses affaires dans 5 cartons et une valise, le cœur battant à tout rompre. Richard n'était pas revenu depuis la remise des papiers. Au lieu de cela, il lui envoya un bref courriel lui accordant une semaine pour quitter l'appartement. Leur appartement, même si seul son nom figurait sur le bail. La maison qu'elle avait décorée, remplie de ses livres, de leurs souvenirs, de ses bougies. Maintenant déshabillée, Sharon laissa les clés sur le comptoir, effleurant une dernière fois l'îlot de cuisine en marbre avant de refermer la porte derrière elle. Il n'y avait personne à appeler, sauf Mia. Et quand elle l'a fait, elle a à peine étouffé ses mots. Mia n'a pas posé de questions. Elle est arrivée en Uber XL et a aidé à tout charger sans un mot. Le silence entre elles était empli de douleur, d'une compréhension brute et silencieuse qui n'avait pas besoin d'être exprimée. Dans le petit 2 pièces de Mia à Brooklyn, Sharon bascula la chambre d'amis, même si elle contenait à peine ses cartons et le lit pliant. Les premières nuits, elle resta éveillée, les yeux fixés sur le ventilateur de plafond qui tournait lentement au-dessus d'elle, ressentant non seulement un chagrin d'amour, mais aussi une nausée persistante. Elle attribuait cela au stress, sautait des repas et restait recroquevillée sous les draps pendant des jours. Mais lorsque ces nausées se transformaient en vomissements chaque matin, Mia commença à se méfier. Un samedi matin, après que Sharon eut couru hors de la cuisine et vomi dans l'évier, Mia glissa une petite boîte dans sa paume. Un test de grossesse. Sharon rit amèrement, mais elle le fit. 10 minutes plus tard, elle était assise sur le carrelage froid de la salle de bain, les yeux fixés sur 2 lignes roses prononcées. Son esprit s'est engourdi. Aucune larme ne coulait. Juste le silence. Le genre qui évoque quelque chose d'irréversible. Une vie grandissait en elle, son enfant. L'enfant de Richard. Le même homme qui l'avait rejeté comme une erreur de tableur. Ce soir-là, Mia prépara du thé et s'assit en face d'elle tandis que Sharon lui murmurait la vérité. « Je suis enceinte. » Sa voix tremblait comme si elle était celle de quelqu'un d'autre. « Je n'ai pas de maison. Je n'ai pas de travail prévu. Et je ne peux pas faire ça. » Mais Mia tendit la main par-dessus la table et la saisit. « Tu peux. Et tu le feras. Pas pour lui. Pas par vengeance. Mais parce que ce bébé mérite la même chose que vous qui avez survécu à cela. » Sharon s'est effondrée pour la première fois. Non pas parce qu'elle était faible, mais parce qu'elle a réalisé que si Richard lui avait volé sa paix, il ne l'avait pas complètement brisée. Pas encore. Cette nuit-là, elle posa sa main sur son ventre et murmura une promesse, « Tu ne te sentiras jamais indésirable. Je n'aurai peut-être pas tout, mais je t'aurai. Et je recommencerai. » Et c'est ainsi que Sharon Watkin, sans abri, enceinte et abandonnée, a fait ses premiers pas vers un nouveau chapitre de sa vie. Ni en tant qu'épouse, ni en tant que victime, mais en tant que mère. C'était un jeudi soir pluvieux à Soho lorsque Sharon se glissa derrière le podium du Séraphine, un restaurant haut de gamme réputé pour son exclusivité et sa vue sur les toits. Mia l'avait aidé à décrocher ce poste à temps partiel grâce à une amie, loin de son rêve d'ouvrir une librairie, mais un début. Elle portait des talons empruntés et un uniforme rigide qui lui serrait la taille, mais elle gardait la tête haute, accueillant les clients fortunés avec un sourire doux et un ton poli. C'était un monde différent de la salle de classe, élégance silencieuse, lumière tamisée, conversation feutrée sur les fonds spéculatifs et les fusions de conseils d'administration. Sharon se sentait comme une invitée d'un autre univers. Elle ne parlait que si on lui adressait la parole, ne s'attardait pas, ne jugeait pas. Mais sous ce professionnalisme soigneusement dressé, elle portait une fatigue masquée par une assurance et une dignité sculptée par le chagrin. Ce soir-là, tandis que la pluie frappait doucement la vitre du toit, un homme entra sans escorte ni réservation. Il portait un manteau de laine bleu marine, les cheveux humides par le temps, un portefeuille en cuir sous le bras. Il n'y avait rien d'ostentatoire chez lui, pas de chair, pas d'ego, et pourtant le maître d'hôtel se redressa à sa vue. « Pascal Charles » dit-il d'une voix basse et sèche. Son nom fit une vague visible parmi le personnel. Sharon ne le reconnut pas, mais à la façon dont le gérant se précipita pour l'accueillir, elle comprit qu'il n'était pas ordinaire. Pascal jeta un coup d'œil autour de lui et hocha la tête vers Sharon, son regard s'attardant une seconde de plus que nécessaire. Non pas par désir, mais par reconnaissance de quelque chose qu'il ne pouvait pas encore nommer. « Une table pour une personne, dit-il. Un endroit calme. » Sharon le conduisit à une table dans un coin avec vue sur la ville. Elle ne parla pas plus que nécessaire, mais lorsqu'il s'assit, il lui adressa un petit sourire. « Dure journée » demanda-t-il,
remarquant la légère grimace qu'elle fit en ajustant son talon. Dure année, répondit-elle avant de pouvoir s'en empêcher. Puis, rapidement, ajouta-t-il, mais je vais bien, servi. Pascal n'insista pas. Il la regarda simplement avec un calme désarmant. Il dîna seul, saumon, café noir et sans dessert. À l'arrivée de l'addition, il donna le double du montant total, apposa l'écriture rare et élégante de Grace à côté de la signature et la tendit directement à Sharon. Ce soir-là, alors qu'elle nettoyait les menus, Sharon demanda au gérant qui il était. La réponse la stupéfia, c'était Pascal Charles. Investisseur technologique, milliardaire, il possède la moitié des immeubles entre ici et Tribeca. Sharon ne dit rien, mais la façon dont il l'avait traité, avec une gentillesse discrète et un regard humain, persistait bien plus que le titre. Elle l'ignorait encore, mais leur brève interaction avait laissé une trace dans leur vie respective. Et pour la première fois depuis des mois, quelqu'un l'avait vue, non pas comme une serveuse, ni comme une erreur, ni comme un inconvénient, mais comme une femme qui méritait qu'on s'y attarde. La décision plana sur elle comme un nuage d'orage pendant des jours, silencieuse, pesante, impossible à ignorer. Sharon était assise seule dans une salle d'attente stérile de la clinique pour femmes du centre-ville, entourée du silence des autres femmes serrant des formulaires de consentement, chacune portant son propre fardeau invisible. Une infirmière lui avait tendu un presse-papier 2 minutes plus tôt, et depuis, elle fixait la même ligne de signature vierge. Les lumières bourdonnaient faiblement au-dessus de sa tête, et la pièce sentait l'antiseptique et la vieille moquette. On appela Sharon une fois, mais elle ne se leva pas. Ses mains tremblaient autour du stylo tandis qu'elle imaginait l'enfant se former en elle, un murmure à peine perceptible, mais suffisamment réel pour lui faire mal à la conscience. Son téléphone vibra une fois dans son sac à main, rappelant un rendez-vous prénatal qu'elle avait pris dans un moment d'hésitation. Elle l'ignora. Elle fixait plutôt une tache sur le carrelage et essayait de se souvenir de la dernière fois où quelqu'un l'avait touchée sans la laisser plus vide. De retour à l'appartement de Mia plus tard dans la soirée, Sharon était assise au bord du lit, son manteau toujours sur elle, les gouttes de pluie de la bruine tardive trempant ses manches. Son corps lui semblait étranger, à la fois réceptacle et champ de bataille. Elle ouvrit son téléphone et fixa le numéro de Richard, le pouce en l'air, le souffle court. Pas une seule fois depuis le divorce, il ne s'était enquis d'elle. Pas un appel, pas un message. Elle se souvint de ses derniers mots, c'est pour le mieux, et effaça lentement son contact. Quoi qu'il arrive ensuite, elle y ferait face sans lui. Le lendemain matin, elle retourna à la clinique, non pas pour un avortement, mais pour des soins prénataux. Elle annonça sa décision à l'infirmière et vit, pour la première fois depuis des semaines, une vague expression de paix dans le miroir au-dessus de la table d'examen. Elle ignorait ce qui l'attendait, comment elle pourrait payer son loyer, si son corps supporterait le stress, si le bébé lui pardonnerait la douleur qu'elle portait déjà, mais elle savait que cet enfant méritait une mère qui le choisisse, et non une mère qui doute de lui. Sharon commença à s'habituer. Elle a multiplié les quarts de travail chez Séraphine, travaillant avec les pieds fatigués et des nausées sourdes pendant les doubles journées. Elle achetait des vitamines prénatales avec l'argent de ses pourboires et apprenait à cuisiner des plats fades qui ne lui dérangeaient pas l'estomac. Elle portait plusieurs couches de vêtements pour dissimuler son ventre qui gonflait, peu disposée à répondre aux questions de ses collègues ou d'inconnus. Elle n'en parla à personne, sauf à Mia, qui rapporta des fruits frais et des livres maternels de la bibliothèque. Lorsque Pascal Charles revint au restaurant une semaine plus tard et lui demanda si elle allait bien, Sharon acquiesça simplement. Elle avait choisi la vie, non seulement pour son bébé, mais aussi pour elle-même. Et même si la route qui l'attendait était obscurcie par la solitude, elle avait fait le premier pas pour sortir de l'obscurité. Elle l'ignorait encore, mais l'enfant qu'elle avait choisi de garder deviendrait la force même qui la reconstruirait, morceau par morceau, avec défi. Tout avait commencé par une enveloppe glissée discrètement sous sa serviette à la fin d'un autre long service. Sharon a failli le manquer en débarrassant sa table. Plié soigneusement, avec les initiales en relief, PC, le message à l'intérieur était bref, si vous souhaitez travailler dans un endroit qui vous voit, et pas seulement qui vous sert, appelez ce numéro. Signé, Pascal Charles. Son premier réflexe fut le scepticisme. Cela lui semblait trop généreux, trop soudain. Mais Mia, toujours la voix de la raison sereine, l'encouragea à au moins se renseigner. Tu sers du pain aux milliardaires depuis des semaines, dit-elle. Il est peut-être temps que l'un d'eux te rende quelque chose. Ce week-end-là, Sharon a trouvé le courage de composer le numéro. Une assistante polie répondit et, 48 heures plus tard, elle avait un entretien chez Pascal S Innovation Startup,
une maison d'édition numérique installée dans un entrepôt rénové de Tribeca. Elle portait sa plus belle robe, avait emprunté un blazer à Mia et était arrivée en avance avec un CV qu'elle n'avait pas touché depuis la fin de son mariage. L'entretien n'avait pas eu lieu avec Pascal, mais avec sa responsable des opérations, une femme chaleureuse nommée Mélina, qui semblait plus intéressée par la vision du monde de Sharon que par son expérience. Sharon a parlé avec sincérité d'éducation, d'alphabétisation et de l'importance de l'accès aux histoires, en particulier pour les enfants qui avaient grandi comme elle, avec trop peu et dont on attendait encore moins de rêver. Mélina était visiblement émue. Nous construisons une plateforme pour rendre les livres plus accessibles aux communautés à faible revenu, a-t-elle expliqué. Pascal a mentionné que vous aviez quelque chose à dire sur les histoires. Sharon a été embauchée ce jour-là, débutante, à temps partiel, mais c'était suffisant. Assez pour quitter le restaurant. De quoi s'offrir des vitamines prénatales sans compter les pièces. De quoi enfin souffler. Le premier jour, Pascal n'a pas fait l'étalage de son arrivée. Il la croisa simplement dans le couloir, hocha la tête avec la même intensité et dit « Je suis content que tu sois venu ». Au fil des semaines, Sharon s'épanouit. Ses tâches consistaient à organiser le contenu, à rédiger des résumés et à gérer des programmes d'alphabétisation pour les jeunes. Chaque jour, en franchissant les portes vitrées de l'entreprise, elle se sentait un peu plus elle-même, n'étant plus l'épouse abandonnée ou la serveuse invisible. Elle insufflait de la vie à son travail, un sens à ses contributions et gagnait peu à peu le respect de son équipe. Ils ignoraient qu'elle était enceinte. Pas encore. Mais ses yeux brillaient d'une flamme qu'ils n'avaient jamais vue auparavant. Et Pascal? Il restait une présence discrète, jamais intrusive, mais toujours attentive. Lorsque Sharon a proposé l'idée d'une camionnette de lecture communautaire qui apporterait des livres aux écoles des quartiers défavorisés, il l'a approuvée sans hésitation. Une vision sans égo, a-t-il dit en souriant. Elle ne comprenait pas encore pleinement son intérêt pour elle, et elle ne le remettait pas en question. Pour l'instant, elle travaillait simplement, guérissait et construisait sa vie, pierre après pierre, en silence. Elle avait presque tout perdu, mais ici, entre des murs inattendus, elle avait trouvé une nouvelle chance. Pas un don. Pas emprunté. Mérité. Charlotte Jonathan avait toujours agi comme une femme convaincue que le monde lui devait des applaudissements. Dans chaque salle de conseil où elle entrait, dans chaque gala où elle rayonnait, elle jouait le rôle de l'irrésistible muse du dirigeant. Après le départ de Sharon de la vie de Richard, Charlotte s'est pleinement investie dans la sienne, assistant aux appels des investisseurs, aidant à la décoration de son loft, et même gérant officieusement son image. Pendant un temps, cela a fonctionné. Richard savourait l'attention, les invitations sociales, l'illusion du pouvoir. Charlotte rehaussait son statut, du moins en apparence. Mais sous son apparence de designer et ses sourires parfaits pour Instagram, des fissures commençaient à apparaître. Elle exigeait plus qu'il ne pouvait lui offrir, des rendements plus rapides, des cadeaux plus voyants, une reconnaissance sans fin. Et Richard, déjà épuisé par la baisse des chiffres de l'immobilier et les doutes silencieux des investisseurs, commença à comprendre que Charlotte ne l'aimait pas, elle aimait l'accès. Elle aimait être vue. Le scandale a éclaté un jeudi matin, à peine une heure après que Richard eut terminé son pitch devant un groupe de promoteurs immobiliers hongkongais. Son assistante, d'ordinaire calme, a fait irruption dans son bureau, le visage blême et tremblant. « Il faut voir ça », a-t-elle murmuré en poussant une tablette sur son bureau. La vidéo était partout. Charlotte, visiblement ivre, a été filmée en train d'embrasser un associé marié d'un fonds spéculatif dans un bar exclusif sur le toit. La vidéo, accompagnée de SMS accablants, révélait plus qu'une infidélité, elle révélait un réseau de transactions clandestines, de promesses de commissions et de fuites de détails sur le projet. Les investisseurs, déjà méfiants face à la dépendance excessive de Richard à son influence, ont commencé à se retirer en quelques heures. Un actionnaire majeur l'a qualifié d'imprudent, un autre l'a accusé d'avoir violé la confidentialité en accordant un tel accès à Charlotte. Les appels téléphoniques ont cessé d'être retournés. Les réunions prévues ont été mystérieusement annulées. À la fin de la journée, 3 accords clés avaient échoué. Charlotte, confrontée à la situation, n'a pas nié. Elle haussa les épaules par-dessus un verre de vin et dit « Je ne pensais pas que ça t'intéresserait. » Tu détournais toujours le regard. Richard resta muet, stupéfait, l'écho de ses paroles plus fort que la tempête de retombées radioactives qui se préparait dehors. Sa réputation, méticuleusement bâtie au fil des ans, s'effondrait à cause de la femme qu'il avait choisie au détriment de tout,
de Sharon, de ses valeurs, de son propre bon sens. Le lendemain matin, les gros titres le présentaient comme un imposteur, un fardeau. Personne ne se souciait des nuances. Le conseil d'administration de Keystone demanda une enquête officielle sur ses activités parallèles, et les rumeurs de mauvaise conduite se firent plus fortes. Charlotte était partie au lever du soleil, laissant derrière elle une robe de soie et un mot sur lequel était simplement écrit « Survie, pas loyauté ». Tandis que Richard regardait par la fenêtre de son bureau, observant la ville qu'il dirigeait autrefois le balayer d'un revers de main comme une vieille nouvelle, il ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Impuissant. Seul. Et pour la première fois, véritablement abandonné. La rondeur du ventre de Sharon n'était plus un secret. À 5 mois et demi de grossesse, sa silhouette avait changé, avec grâce et assurance. Elle avait pris l'habitude de porter des robes midi fluides, cintrées juste au-dessus du ventre, associées à des ballerines confortables et à son cardigan en maille signature. Ses collègues du cabinet de Pascal commencèrent à remarquer l'éclat de ses joues, la douceur de sa démarche et la force tranquille qu'elle déployait dans chaque pièce. Personne ne posait de questions, peut-être par respect ou parce que sa compétence avait étouffé toute curiosité. Les idées de Sharon étaient perspicaces, son éthique de travail inébranlable et sa présence de plus en plus magnétique. Elle ne se contentait plus de survivre, elle évoluait. Celle qui pleurait autrefois seule dans une chambre d'amis à Brooklyn dirigeait désormais des présentations d'équipe, rédigeait des notes stratégiques et encadrait des collaborateurs juniors. Son assurance était désormais puissante. Une forme d'autorité discrète, ancrée non dans l'arrogance, mais dans la survie. Pascal Charles remarquait tout, sans jamais le dire ouvertement. Il l'apercevait parfois lors des réunions d'équipe, la voyant se pencher en avant pour parler, les mains délicatement croisées sur son ventre. Il remarqua comment sa voix calmait les tensions lors des appels clients, comment elle restait tard pour aider ses collègues en difficulté et comment elle parlait rarement d'elle, sauf si on lui posait la question directement. Un soir, alors qu'il sortait du bureau après une réunion de lancement de produits, il marcha à ses côtés en silence pendant un pâté de maison avant de lui dire « Tu es différente maintenant. Plus forte. Plus nette. J'admire. » Sharon, surprise, leva les yeux vers lui, l'air doux. « La douleur nous aiguise ou nous brise, dit-elle. J'ai choisi la douleur aiguë. » Pascal hocha la tête discrètement, et dans cet instant muet, quelque chose se déplaça entre eux, spontané, indéfini, mais indéniable. Elle n'était plus la femme qu'il avait rencontrée à Séraphine. Elle était en train de devenir quelqu'un de complètement différent. Ce week-end-là, Pascal l'invita, ainsi que quelques proches collègues, à un petit brunch dans sa maison de l'Upper West Side. Sharon hésita avant d'accepter, mais Mia la releva d'un sourire. « Tu mérites d'être vue. » Lors de la réception, elle portait une robe bleu pâle qui mettait en valeur son ventre rond, ses boucles relevées en arrière, une touche de rose sur ses joues. Les autres invités l'accueillirent chaleureusement, certains la complimentant sur sa direction de projet, d'autres lui demandant comment elle parvenait à transformer des feuilles de calcul en œuvres d'art. Pascal ne la harcelait pas, mais il la suivait du regard à travers le jardin, vérifiant de temps à autre son confort, lui offrant une place assise ou une assiette de fruits sans qu'elle le demande. Assise sous la pergola recouverte de vignes, la lumière du soleil reflétant lors de ses boucles d'oreilles, Sharon ressentit une sensation inhabituelle qu'elle ne s'était pas permise depuis des mois. Elle se sentait désirée. Non pas à cause de ce qu'elle avait enduré, mais à cause de ce qu'elle était devenue. Elle rayonnait. Elle avait grandi. Et enfin, elle était prête à accepter les deux. L'appartement était plus froid que d'habitude, en partie parce que les services publics avaient été coupés, en partie parce que le silence était devenu étouffant. Richard Tyler était assis au milieu du salon, entouré de courriers non ouverts, de bouteilles d'alcool à moitié vides et d'avis d'expulsion froissés. Autrefois considéré comme le plus jeune dirigeant prometteur de Keystone Property, il était désormais un fantôme dans le secteur. Suite au scandale de Charlotte, tous les clients, investisseurs et associés avaient pris leur distance, leur loyauté se dissolvant aussi vite que leur contrat. Il avait vendu sa précieuse montre-bracelet, mis en gage ses baskets en édition limitée et encaissé ses économies personnelles, tout cela pour entretenir l'illusion qu'il était toujours quelqu'un. Toujours respecté. Toujours pertinent. Mais le monde avait changé. Et Charlotte, la femme qu'il avait choisie plutôt que son épouse, avait disparu avec ce qui lui restait de dignité et de compte en banque. C'était arrivé sans prévenir. Un matin, ils s'étaient réveillés et avaient découvert leur compte joint vidé, $147 000 envolés du jour au lendemain.
L'appartement qu'elle avait insisté pour qu'il loue avait été soudainement abandonné, ses vêtements avaient disparu, son numéro avait été coupé. Pas de mot d'adieu, juste un SMS 2 heures plus tard. C'était amusant le temps que ça a duré. La survie avant tout. Bonne chance. Richard avait d'abord ri. Un rire amer et creux qui avait vite cédé la place à des sanglots. Il avait troqué une femme loyale contre un frisson. Une partenaire pour un parasite. Désormais, la femme qui lui préparait autrefois ses déjeuners, l'aidait à organiser ses présentations dans leur minuscule cuisine et lui murmurait des affirmations avant chaque réunion avait disparu. Et celle qui nourrissait son ego. Disparu aussi. Et chez elle, c'était le silence, un frigo vide et un propriétaire qui réclamait le loyer impayé. Les journées de Richard se fondaient dans un brouillard alimenté par la vodka. Il arrêta de se raser. Il a porté la même chemise pendant 4 jours. Son téléphone ne sonnait presque plus, à l'exception des agents de recouvrement et d'anciens associés qui réclamaient des remboursements. Il passait des heures à faire défiler de vieilles photos sur son iPad fissuré, des photos de Sharon riant dans leur appartement, décorant leur petit sapin de Noël, lisant près de la fenêtre en chaussettes trop grandes. Il s'arrêtait sur une photo, Sharon endormie sur le canapé, une main posée juste sous son ventre. Il ne s'en était pas rendu compte à ce moment-là, elle était enceinte. Ce détail, cette possible vérité, le brûlait plus que l'alcool. La pensée s'insinua lentement, le narguant, et si elle l'avait été? Et s'il s'était éloigné de plus qu'elle? Et puis vint la pire des révélations, il n'avait même pas le droit de poser la question. Il avait été trop arrogant pour le remarquer, trop égoïste pour s'en soucier. Maintenant, seul et brisé, Richard Tyler était assis dans un fauteuil à $3000 qui ne lui appartenait plus, les yeux fixés sur une bouteille de whisky bon marché, se posant une question qu'il n'aurait jamais imaginée. Comment ai-je pu tout perdre sans même m'en rendre compte? La cloche au-dessus de la porte sonna doucement lorsque Richard entra chez Nest & Nurture, une boutique de maternité nichée entre 2 galeries d'art à Tribeca. Il n'avait pas prévu d'être là, c'était un cadeau de dernière minute pour sa cousine qui organisait une baby shower. Cheveux en bataille et chemise froissée, il évoluait dans le magasin comme un homme sorti de sa propre chronologie, à peine conscient des murs pastels et de la musique jazz pour bébé qui résonnait dans les enceintes. Il se tenait devant une étagère de paniers cadeaux, scrutant les étiquettes de prix avec incrédulité, lorsqu'il entendit le léger rire d'une femme à proximité. Instinctivement, il se tourna vers ce bruit et se figea. Là, près d'un présentoir de grenouillères bio et de couvertures brodées, se tenait Sharon. Elle était radieuse. Non seulement belle, mais sereine, lumineuse à tel point qu'il fut stupéfait. Son ventre se courbait sous une robe crème ajustée, une main posée délicatement sur le ventre, l'autre examinant un ensemble de langes en mousseline. Sa peau rayonnait de santé, sa posture était droite, ses mouvements étaient calmes, comme si quelqu'un s'était enfin libéré d'un fardeau. Le temps semblait suspendu autour d'elle. Elle ne l'avait pas encore vue. Richard fit un pas en arrière, le cœur battant, l'esprit s'emballant. Il n'y avait aucun doute, elle était enceinte. Loin. Assez loin pour confirmer le soupçon tenace qui le hantait depuis le jour où il avait vu cette vieille photo, des mois plus tôt. Sa gorge se serra. L'enfant était le sien. Il le fallait. Et il était parti avant même qu'il ait un nom. Puis elle le vit. Son regard croisa le sien, et pendant une seconde, le monde resta silencieux. Aucune colère ne traversa son regard. Aucune tristesse. Juste le calme, comme l'eau qui avait déjà noyé le feu. Elle cligna des yeux, les lèvres entr'ouvertes, peut-être par surprise, mais elle ne recula pas. Elle ne sourit pas non plus. Elle le regarda simplement comme quelqu'un qui jette un coup d'œil à un vieux bâtiment, autrefois familier, aujourd'hui hors de propos. « Richard » dit-elle d'une voix calme et posée. Il essaya de parler, mais se retrouva à chercher des mots qui n'existaient pas. Il regarda à nouveau son ventre, puis son visage, qui ne portait aucune trace de la douleur qu'il s'attendait à voir. Sharon. Vraiment? Commença-t-il, mais elle secoua doucement la tête. Non. Pas ici. Puis, comme un inconnu demandant son chemin, elle le dépassa, paya ses achats et sortit au soleil sans se retourner. Et voilà que Richard se retrouva planté au milieu du magasin, entouré de berceuses et d'huile pour bébé parfumé à la lavande, confronté à la tempête silencieuse des conséquences qu'il n'aurait jamais imaginées. 2 jours après cette rencontre, Richard se présenta sans prévenir à l'entrée de l'entreprise de Pascal. Il semblait dépaysé face aux verres polis et aux touches d'or du hall, échevelé,
tiré et incertain. La réceptionniste, surprise par sa présence soudaine et l'intensité de son regard, lui demanda s'il avait un rendez-vous. Il n'en avait pas. J'ai juste besoin de parler à Sharon Watkin, dit-il d'une voix rauque. C'est personnel. S'il vous plaît. Après une longue pause et un coup de fil à l'étage, Sharon accepta de le retrouver dans la cour-jardin derrière le bâtiment, un espace calme bordé de bancs et de haies taillées, destiné aux brèves échappées mentales après les réunions. Elle se tenait sous un arbre, le ventre plus prononcé dans la lumière de l'après-midi, les mains jointes doucement à son approche. Il paraissait plus petit maintenant, non pas en taille, mais en énergie, en présence. Pas de costume sur mesure, pas d'assurance, juste un homme accroché à des fragments. Sharon, commença-t-il d'une voix brisée, je ne savais pas. À propos du bébé. À propos de tout. J'ai été stupide. J'ai laissé passer quelque chose de bien et je m'en rends compte maintenant. Il s'avança, mais elle ne bougea pas, s'il vous plaît, continua-t-il. Laissez-moi arranger ça. Je veux être là. Je veux en faire partie. De toi. L'expression de Sharon ne changea pas. Son regard était indéchiffrable, fixe, triste et immobile. Tu veux en faire partie maintenant, dit-elle doucement. Après m'avoir servi des papiers comme si j'étais une erreur? Après m'avoir laissé me vider de mon sang dans un lit d'hôpital et reconstruire ma vie à partir de rien? Sa voix ne s'éleva pas, mais ses mots furent tranchants. Tu avais une chance d'être un mari. Un partenaire. Un protecteur. Tu as choisi quelqu'un d'autre. Encore et encore. Richard laissa tomber sa tête dans ses mains. Je sais. Mon Dieu, je sais. Mais il n'est pas trop tard. Je peux essayer. Ça l'est, interrompit-elle, fermement maintenant. Le bébé est à toi. Mais tu n'es pas son père. Elle laissa ces mots en suspens, délibérés et définitifs. La paternité n'est pas une question de biologie. C'est une question de présence. C'est un sacrifice. C'est de l'honneur. Tu n'en as rien fait quand il le fallait. Richard leva les yeux rouges, le souffle court. Alors c'est tout? Je suis juste effacé? Elle recula d'un pas, posant sa main sur son ventre. Tu t'es effacé, Richard. Je viens enfin de le reconnaître. Il resta là, immobile, tandis qu'elle se retournait et s'éloignait vers le bâtiment. Les portes s'ouvrirent devant elle dans un léger sifflement, et elle retourna dans son monde, celui qu'elle avait construit avec grâce, courage et douleur. Richard resta dans le jardin, entouré de haies taillées et de l'écho obsédant de la vérité. Il était venu chercher la rédemption, mais Sharon lui avait déjà offert autre chose, la fin de son histoire. Et il réalisa que les regrets, aussi forts soient-ils, ne seraient jamais suffisants. Le silence dans l'appartement de Richard n'était pas paisible, il était pénible. Le loft autrefois élégant, autrefois animé par des dégustations de vin et des rires superficiels, était devenu un mausolée de l'arrogance passée. La poussière se déposait sur les comptoirs en verre. Une ampoule vacillait dans le coin où le lustre scintillait autrefois au-dessus d'une table désormais nue. Le sol en marbre résonnait à chaque pas de ses chaussettes usées, le seul bruit hormis le bourdonnement sourd d'un réfrigérateur cassé qu'il ne pouvait pas se permettre de réparer. Richard n'avait pas quitté l'appartement depuis des jours. Il mangeait à peine. Quand il le faisait, il se contentait de nouilles instantanées ou de restes périmés. Il avait vendu sa voiture, mis sa montre en gage et échangé ses costumes Armani contre tout ce qu'il pouvait dénicher sur des applications de revente d'occasion. Toutes les pistes s'étaient effondrées. Aucune entreprise ne répondait à ses appels. Le conseil immobilier avait suspendu sa licence en attendant un examen éthique officiel. Et Charlotte? Toujours absente. Toujours inaccessible. Le coup de grâce lui fut porté discrètement un mardi après-midi, sous la forme d'une lettre glissée sous sa porte. Elle ne portait aucun sceau officiel, juste une feuille de papier pliée et une phrase écrite en cursive. Je t'avais prévenu, mais tu ne m'as jamais écouté. Ne me contacte plus. C'était signé, Hélène. Sa mère. Sa dernière bouée de sauvetage. La femme qu'il avait élevée seule après la mort de son père, victime d'un AVC, et qui récurait les sols des hôtels du centre-ville juste pour l'envoyer à l'université. Elle l'avait soutenu lorsqu'il avait choisi l'immobilier plutôt que les études de droit. Elle l'avait applaudi lorsqu'il avait gagné son premier million. Mais elle avait aussi su percer les mystères de Charlotte dès le début.
Elle avait percé à jour les mensonges, la cupidité, la perversion. Ses avertissements avaient été ignorés, balayés d'un revers de main sa jalousie désuète. Maintenant, elle aussi avait rompu avec lui, non par cruauté, mais parce qu'elle avait compris quelque chose que Richard n'avait jamais compris, l'amour sans responsabilité est un poison. Chaque soir, Richard s'asseyait près de la fenêtre, contemplant les lumières de la ville qu'il croyait autrefois conquérir. Il pensait à Sharon plus qu'il ne voulait l'admettre, non seulement à son visage, mais aussi à sa voix, à sa sérénité, à sa façon de classer leurs factures dans des enveloppes de couleurs différentes, à sa façon de fredonner en se coiffant, à sa façon de toujours croire aux gens, longtemps après qu'il lui ait donné des raisons de ne pas le faire. Il pensait à l'enfant qu'il ne connaîtrait jamais, à un fils ou une fille qu'il ne tiendrait jamais dans ses bras. Il imaginait Sharon maintenant, peut-être allongée dans son lit, la main sur le ventre, lisant, riant avec des amis, et aimée par quelqu'un d'autre. Pas par lui. Plus jamais. Dans ce silence écrasant, Richard entendit enfin la vérité, le succès bâti sur l'ego s'effondre, l'amour négligé meurt, et la solitude n'est pas toujours une punition du monde. C'est parfois le seul verdict qu'on mérite. La soirée fut calme, exactement comme Sharon l'aimait. Une douce brise soufflait dans la cour isolée du brownstone que Pascal avait loué pour la nuit, un espace drapé de lierre, orné de guirlandes lumineuses et de lanternes qui brillaient comme des lucioles capturées. Pas de foule, pas de spectacle, pas de paparazzi cachés derrière des rideaux de velours. Juste de l'intimité. Quelques collègues qu'elle considérait désormais comme des amis, Mia assise au premier rang, les larmes aux yeux, et un simple piano jouant en arrière-plan. Pascal lui avait dit qu'il assistait à un dîner privé de réseautage pour les donateurs du programme d'alphabétisation. Il n'avait pas mentionné de fleurs, ni de bougies, ni qu'il travaillait depuis des semaines avec Mélina et Mia pour préparer un moment que Sharon ne verrait pas venir mais qu'elle n'oublierait jamais. Et d'une certaine manière, même au milieu de cette élégance, cela lui ressemblait toujours. Honnête. Prévenante. Calme. Sharon portait une robe en soie vert foncé qui épousait la courbe de son ventre, alors qu'elle approchait du dernier trimestre. Ses cheveux étaient tirés en arrière en ondulations douces, et l'éclat qui avait commencé quelques mois plus tôt irradiait maintenant d'une sérénité plus profonde. Pascal sortit vêtu d'un simple costume sur mesure, sans cravate, les mains fermes, le regard chaleureux. Il ne fit pas de discours, ni ne chanta. Il marcha simplement vers elle, mit un genou à terre sous la douce lueur des lanternes et la regarda avec révérence. « Tu es entré dans ma vie, portant plus de douleur que la plupart des gens ne l'admettent, dit-il d'une voix ferme. Et pourtant, tu as souri. Tu étais là. Tu as donné. Tu t'es reconstruit pierre par pierre, sans promesse ni garantie. Tu m'as appris plus sur la grâce que tous les conseils d'administration et tous les milliards réunis. Je ne te demande pas de remplacer ton passé. Je te demande de faire partie de ton avenir. » Puis, de la poche de son manteau, il sortit une boîte en velours. « Sharon Watkin, veux-tu m'épouser ?» Le silence retomba dans la cour, l'air lourd d'impatience. Les lèvres de Sharon s'entr'ouvrirent, les yeux écarquillés d'incrédulité. Elle n'avait jamais imaginé que l'amour reviendrait, certainement pas comme ça, pas après tout ce qu'elle avait enduré. Mais c'était là. Sans contrainte. En toute sécurité. Gagné. Sa main tremblait tandis qu'elle tendait la main vers la sienne, d'une voix douce et pleine d'émerveillement. « Oui » murmura-t-elle, puis répéta plus fort, « oui ». Des larmes coulèrent sur ses joues, non pas de tristesse, mais de la paix d'avoir choisi quelqu'un qui ne lui avait jamais demandé de devenir autre chose qu'elle-même. Pascal se leva, glissa la bague simple mais élégante à son doigt, puis l'embrassa sur le front, prenant soin de ne pas la submerger. Des applaudissements fusèrent doucement autour d'eux tandis que Mia s'essuyait les yeux et murmurait « Il était temps ». Ce soir-là, Sharon se tenait sous les étoiles, la main de son fiancé dans la sienne, et leur avenir se dessinait comme la douce promesse de l'aube. Les premières heures du matin peignaient le ciel de Manhattan de teintes indigo et d'or pâle lorsque Sharon ressentit la première véritable contraction. Elle avait déjà dépassé d'une semaine la date prévue de son accouchement, ses valises étaient prêtes, les nerfs à vif. Pascal, toujours calme et préparé, dormait légèrement à ses côtés, son bras enroulé autour d'elle comme pour la protéger, comme si, même endormie, il refusait de la laisser seule porter le poids. Lorsqu'elle s'agita, inspirant brusquement, il se redressa aussitôt, les yeux écarquillés mais fermes. « Il est temps » demanda-t-il. Elle hocha la tête, lui serra la main et murmura entre ses dents, « C'est l'heure ». En quelques minutes, ils étaient à l'arrière de la voiture de Pascal,
la tête appuyée contre son épaule, sa voix l'apaisant à chaque tournant. Le chauffeur avait été briefé des semaines auparavant, l'itinéraire tracé et répété. Tout avait été anticipé, sauf la vague d'émotions qui submergeait Sharon. L'accouchement fut long, intense et différent de tout ce à quoi elle s'était préparée. Pascal ne la quittait jamais. Il lui tenait la main à chaque vague de douleur, essuyait la sueur de son front et lui murmurait des mots d'encouragement à l'oreille comme si elle était la seule femme au monde. Infirmières et médecins s'activaient autour d'eux avec empressement, mais à ces moments-là, ils n'étaient que tous les deux et l'enfant qu'ils allaient rencontrer. Lorsque les cris de Sharon culminèrent en une ultime poussée douloureuse, la pièce s'agita, puis s'immobilisa. Un nouveau son apparut, aigu et reconnaissable entre mille, le premier cri d'un bébé. Un garçon. L'infirmière l'annonça en le tenant devant la lumière. Sharon sanglota, non pas de douleur, mais de soulagement immense, ses doigts tremblants tandis qu'il posait le bébé sur sa poitrine. Son petit corps, chaud et frétillant, se blottit instinctivement contre elle. Elle le regarda à travers une vision trouble, murmurant « Mika », le nom qu'elle avait choisi seule, le nom que Pascal avait instantanément adopté. Pascal se tenait à côté d'elle, incapable de parler au début. Ses mains étaient serrées, sa mâchoire crispée par l'émotion. Lentement, l'infirmière lui prit Mika dans les bras. C'était la première fois depuis des années que Pascal Charles pleurait. Non pas de perte, ni de déception, mais d'émerveillement. « Bonjour, mon fils », murmura-t-il, la voix brisée tandis que l'enfant enroulait ses doigts autour de ceux de Pascal. Sharon observait depuis son lit d'hôpital, le cœur si plein qu'elle pensait qu'il allait éclater. À cet instant, il n'y avait plus aucune ombre du passé. Plus de douleur. Aucune trahison. Juste le début de quelque chose de complet. Quelque chose de pur. Leur famille avait commencé, pas parfaitement, pas facilement, mais magnifiquement. Et tandis que la lumière du matin entrait par la fenêtre de l'hôpital, Sharon savait avec une certitude absolue que son fils n'était pas né dans la solitude. Il était né dans l'amour. On frappa à la porte en fin d'après-midi, doucement mais avec insistance. Sharon venait d'allonger Mika pour sa sieste, la chambre d'enfant était tamisée par les rideaux tirés et une berceuse jouait doucement dans le babyphone. Elle traversa le salon en silence, attendant une livraison ou peut-être Mia qui débarquait à l'improviste avec une tisane et des histoires du travail. Mais lorsqu'elle ouvrit la porte, elle ne s'attendait pas à le voir. Richard se tenait là, maigre, pâle et plus petit, d'une certaine manière. Le temps l'avait usé, et pas seulement physiquement. Ses yeux n'avaient rien de la fierté qu'il portait autrefois, rien de l'arrogance acerbe qu'il avait autrefois poussée dans l'ombre de son propre mariage. Il ressemblait à un ours dénudé, tenant un bouquet de tulipes froissées et un petit sac cadeau en papier. « Je ne suis pas là pour causer des ennuis », dit-il rapidement à voix basse. « J'avais juste besoin de dire quelque chose. S'il te plaît. » Sharon n'a pas répondu tout de suite. Elle s'écarta et lui fit signe d'entrer sous le porche. Il n'y objecta pas. Ils restèrent assis en silence un moment, le bourdonnement de la ville se faisant entendre à travers les arbres qui bordaient la paisible rue résidentielle. Richard parla enfin, la voix brisée par le poids de mois de silence. « Je t'ai vu. Au magasin. Tu avais l'air heureux. En meilleure santé que jamais. » Sharon ne répondit pas. Elle garda le regard fixé sur elle, attendant. « Je voulais te dire que j'étais désolé, » continua-t-il. « Pas seulement pour l'aventure. Pour tout. Pour te faire sentir petit. De ne pas avoir été là. De t'avoir laissé porter tout seul. » Sa main tremblait en posant le sac cadeau à côté d'elle. « C'est juste un jouet. Je sais que je n'y ai pas droit. Je sais que j'ai tout raté. Mais si jamais tu pouvais le lui dire. Dis-lui que son père a fait des erreurs, mais qu'il n'en était pas une. » Sharon se tourna lentement, d'une voix douce mais résolue. « Richard. Je te pardonne. » Ces mots quittèrent ses lèvres non pas avec amertume, mais avec le calme qu'elle avait gagné. « Non pas parce que tu le mérites. Mais parce que j'ai plus besoin de paix que de ressentiment. » Richard déglutit difficilement, hochant la tête, les larmes aux yeux. « Mais, » ajouta-t-elle, « pardonner ne signifie pas revenir. Tu ne fais plus partie de cette vie. Mika a quelqu'un qui est là pour lui. Qui est resté? Qui nous a choisis? » Elle se tenait là, sa silhouette encadrée par la lueur du soleil couchant derrière elle. « Tu m'as perdu, Richard.
bien avant que Mika n'existe. Et tu n'es jamais revenu. Richard hocha lentement la tête, compréhensif, même si sa poitrine se soulevait d'un regret discret. Il prit le sac, le posa sur le banc à côté d'elle et se leva pour partir. En quittant le porche, Sharon ne le rappela pas. Elle retourna chez elle, où son fils dormait paisiblement et où sa vie était enfin pleine. Richard s'en alla sans promesse, sans avenir à construire, juste une conclusion, douloureuse mais vraie. Le papier neuf et le chêne poli flottaient dans l'air tandis que les premiers rayons du printemps pénétraient par les hautes fenêtres du coin de Mika, la librairie chaleureuse dont Sharon rêvait depuis son enfance. Nichée entre un fleuriste et un magasin de musique, dans une rue bordée d'arbres de l'Upper West Side, la boutique était plus qu'un commerce, c'était une promesse tenue. Les étagères regorgeaient de contes pour enfants, de mémoires, de poésie et de classiques oubliés, chaque livre étant choisi avec soin et attention. Au fond, un coin lecture, doucement éclairé par des lanternes et recouvert de coussins, abritait un espace où les jeunes parents lisaient à leurs tout-petits et où les inconnus s'attardaient plus longtemps qu'ils ne le souhaitaient. Derrière le comptoir, Sharon avançait avec une détermination silencieuse, le regard empli de quelque chose de plus profond que la fierté, la paix. Pascal se tenait à ses côtés, les manches retroussées, tandis qu'il aidait un auteur local à ranger une pile d'exemplaires fraîchement signés. Il n'était pas un magnate de la technologie milliardaire, mais un associé, un mari, un père. Il avait investi dans la librairie non pas par étalage de richesse, mais par conviction dans la vision de Sharon, sa résilience, sa voix. Chaque détail de l'espace portait un fragment de son parcours. La photo encadrée au-dessus du manteau de la cheminée était la première photo jamais prise de Mika, endormie sur la poitrine sous la lumière de l'hôpital. En dessous, une plaque en laiton portait les mots, pour le chapitre auquel nous ne nous attendions pas, mais dont nous avions le plus besoin. Mia, désormais responsable du calendrier de l'événement, coordonnait les heures de contes hebdomadaires et les soirées poésie du week-end. Le magasin était devenu un sanctuaire, non seulement pour les livres, mais aussi pour la guérison. Plus tard dans l'après-midi, tandis que l'heure dorée baignait Central Park d'une douce lueur, Sharon, Pascal et le petit Mika se promenaient sous les cerisiers en fleurs. Mika riait dans sa poussette, cherchant des oiseaux qui voletaient hors de portée, tandis que Pascal tenait la main de Sharon avec une révérence silencieuse qui se passait de mots. Des joggeurs passaient, des enfants couraient sur les collines verdoyantes, et des musiciens de rue jouaient du jazz doux sur les bancs voisins. Il n'y avait ni tension, ni fantôme, juste le rythme d'une famille qui allait de l'avant, ancrée dans l'amour et façonnée par tout ce qu'elle avait surmonté. Sharon s'arrêta sous un arbre en fleurs, contempla la ville qu'il avait brisée et reconstruite, et sourit. Elle avait tant perdu, son mariage, son innocence, sa sécurité, mais elle s'était retrouvée. Et ce faisant, elle avait créé quelque chose de beau, de durable et de totalement sien. Tandis que Pascal soulevait Mika dans les airs et que le garçon riait sans crainte, Sharon se murmura, c'est ça la vie. Ma vie. Enfin à moi. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris sur cette histoire? Aimez-la et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires intéressantes. Merci de votre attention.